Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean-Christophe Couvi et Luc Gras. C'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une surveillante poignardée à mort par un collégien en Haute-Marne. La journée d'hier a été aussi marquée par une tuerie sans précédent en Autriche. 10 morts dans un lycée de Graz par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé. Alors parlons vrai, est-ce qu'une répression plus dure est le là à donner en premier? À cette question, Nogent, Graz, peut-on mettre fin à l'ultra-violence de certains jeunes? Vous dites oui à 57%, donc vous êtes quand même plutôt optimiste. Vous êtes éducateur, vous êtes enseignant ou vous l'avez été. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, Rebecca Ayoun, psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en enfance et adolescence qui exerce dans un centre médico-psychopédagogique. Rebonsoir. On va faire un tour de table. Philippe Bilger, vous, en tant que magistrat, est-ce que vous avez vu une jeunesse dériver avec le temps? Non, mais je vais répondre en tant que citoyen, si vous le permettez, et j'espère que ça n'est pas contradictoire avec le magistrat. Moi, ce que je note tout de même, c'est que on peut agir sur les conditions sociales externes, extrinsèques. On peut régler un certain nombre de problèmes dans les établissements, dans les universités. Veiller, par exemple, autant que possible, c'est possible, à interdire les couteaux. On peut faire en sorte que la sécurité publique soit assurée au maximum. Mais il faut accepter l'idée que d'abord, on n'éradiquera jamais cette violence. Il y aura toujours une forme de délinquance ou de criminalité. Et deuxième élément, il y a des surgissements qui viennent de psychologie totalement perturbée qui ne permettent pas une action immédiate pour y résister. Et donc, notamment à nos gens qui pouvaient penser, même s'il y avait eu des signes avant-coureurs... Parce qu'il avait notamment tenté d'étrangler un autre élève. Ce garçon de 14 ans poignarderait cette assistante. L'avis du policier, Jean-Christophe Couvi. Le policier, lui, qu'est-ce qu'il constate et ses collègues constatent quoi? Qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui ont une violence en eux qui est désinhibée, de plus en plus jeune, effectivement. Les causes, j'aimerais bien qu'on s'y intéresse plutôt qu'aux conséquences. Or, le politique, souvent, se fixe sur les conséquences et pas les causes. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a une partie de nos enfants qui sont élevés, j'allais dire, par des algorithmes et par des influenceurs. C'est les réseaux sociaux. Il n'y a pas de prisme, ils n'ont pas le recul nécessaire. Ils consomment de la vidéo, du TikTok, etc., qui leur picore le cerveau. Et à un moment donné, ils sont dans leur chambre, dans leur bulle. Et vous, en tant que parents, vous parlez plus le même langage qu'eux. Il y a le langage qu'on parle avec eux à table. Où on peut se comprendre, et dès qu'ils sont dans leur chambre avec leurs amis, là on comprend plus rien parce qu'il y a des algorithmes, etc. Regardez d'ailleurs la série Adolescence, c'est vraiment révélateur, et en fait on se voit que nous on est très vintage et on comprend plus ces générations. Vous êtes d'accord, vous le politologue, Luc Gras? Moi je pense qu'on peut mettre fin à l'ultra-violence, d'abord en reprenant tout l'aspect éducation, ça c'est clair que c'est à ce moment-là, c'est en amont qu'il faut agir, et probablement renvoyer les parents à leur rôle de parents. Moi j'ai autour de moi plein de parents où on leur dit, leurs enfants de 10 ans, il est super bien élevé et la garantie qu'il ne sera jamais un délinquant. Comment se fait-il? Tout simplement parce qu'ils ont été cadrés avec des limites. Premier point. Pour ceux qui sont hors limite, qui n'ont pas de parents, qui sont là, etc., il y en a malheureusement beaucoup, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, il faut faire de l'encadrement avec, pourquoi pas par l'armée ou des choses comme ça, mais qu'on cadre. L'important, c'est le cadre. Deuxième chose, il faut changer de braquet au niveau des sanctions. Une fois qu'ils ont dérapé, la première sanction doit être la bonne pour qu'ils n'aient plus envie de retourner faire des bêtises et commettre des délits. Donc, vous voyez, deux choses. Éducation revigorée, sanctions affirmées. Rebecca Ayoun, alors là vous avez vraiment une synthèse à faire entre la sanction, les réseaux sociaux et tutti quanti. On vous écoute religieusement. Énormément de choses très intéressantes ont été dites, mais il faut faire très attention avant tout à rappeler qu'on ne naît pas violent, on le devient. La violence n'est pas une fatalité et on ne doit pas la décrire comme telle. La violence n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Et un symptôme, ça vient dire quelque chose. Ça vient dire, en général, quand il ne s'agit pas de troubles sévères graves du comportement, mais en tout cas, ça vient dire qu'il y a une détresse psychique avant tout. Et cette détresse psychique-là, c'est ce que vous dites. Il faut absolument essayer de comprendre les causes et non pas forcément les conséquences. Mais je crois que les causes, elles sont vraiment autour de ça et autour de ce qui crée cette détresse psychique-là, parce que quand on grandit dans le vide,
eh bien, on est en détresse psychique intense. Moi, je reçois au CMPP des jeunes de 6-7 ans. Centre médico-psychopédagogique, je le rappelle. Oui, pardon. Des jeunes de 6-7 ans qui sont dans des troubles graves du comportement. Très jeunes. Ils n'ont que 6-7 ans. Ils n'ont que 6-7 ans. C'est quoi des troubles graves du comportement à 6-7 ans? On n'est plus dans l'enfant turbulent de l'époque. Hein. C'est vraiment... Celui qui était hyperactif, qui courait dans tous les sens, qui jetait ses jouets, etc. Ouais, ça, c'est désuet. Aujourd'hui, c'est des enfants qui sont dans une opposition chronique à l'autre et à l'autorité et à l'adulte, et dans une impulsivité qui est abyssale. C'est une impulsivité permanente. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ces troubles-là... Mais avec les adultes comme avec leurs camarades de classe? Oui, en fait, l'autre n'existe plus vraiment. On n'a plus de lien avec l'autre. Enfin, l'enfant n'est plus vraiment en lien avec l'autre. D'abord, les rapports sont très vite déshumanisés, et en effet, avec une société où on est saturé en images et où les jeunes sont en permanence connectés. Donc ils sont hyper connectés, mais plus trop finalement à l'humain. Il n'y a plus vraiment d'interaction avec l'être humain, et ça c'est ce qui est terrible. Et on les voit à 6-7 ans en effet en étant hyper connectés. Donc ils vont réagir à des sons, à des téléphones, à des musiques, mais ils ne réagissent pas forcément à l'interaction humaine qu'ils ne comprennent pas. En fait, c'est vrai, on ne parle plus exactement leur langage, mais c'est aussi des enfants qui n'ont pas construit la capacité de penser avant d'agir. Aujourd'hui, on est dans des familles qui sont tellement désorganisées, avec de telles carences, qui sont parfois de la négligence, et qui devient parfois de la maltraitance, que du coup, c'est des systèmes éducatifs qui sont totalement défaillants, et les jeunes sont dans des détresses immenses. Philippe Bilger, ma chère Rebecca, si vous le permettez, dans la mesure où vous êtes une spécialiste, je vais me faire un plaisir de vous, non pas de vous contredire, je n'aurais pas cette présomption, mais peut-être de vous demander si vous ne vous facilitez pas un petit peu le raisonnement. Parce que l'avocat général que j'ai été, et je ne l'appliquais pas à ces mineurs-là, ça me permettait de considérer qu'il y avait une minorité d'êtres qui n'étaient pas devenus méchants, mais qui l'étaient d'origine, et au sujet desquels toute espérance était perdue. Et que donc, il demeurait un mystère insondable dans certaines personnalités, et je pense par exemple à celle de nos gens. Et est-ce que vous ne croyez pas que d'une certaine manière, vous êtes optimiste puisque vous dites qu'on devient méchant, comme s'il n'y avait pas une malfaisance d'origine chez quelques-uns? Eh bien, on devient violent. En revanche, attention, j'écarte tout ce qui est troubles psychotiques et troubles psychiques sévères. C'est vrai que il va y avoir des enfants qui naissent malheureusement avec des troubles psychiques sévères, des troubles graves du comportement, mais des troubles psychiques avant tout. Et là, en effet, on est sur un autre débat. Mais je crois que face à certains faits de violence, et je ne parle pas précisément de ce qui s'est passé là à Nogent ou en Autriche, parce que je sais pas, il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu encore d'évaluation psychique, et on ne sait pas finalement quels sont les symptômes de ces jeunes-là. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des troubles psychiques sévères pour expliquer la violence ou pour expliquer certains comportements déviants. Il y a aussi le fait de devenir violent comme sortie de secours, comme moyen d'exister, parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espace pour la parole. Il n'y a plus d'espace pour ces jeunes, dans le sens où les espaces de soins sont saturés. On a des métiers qui sont dévalorisés. Il n'y a pas vraiment de moyens, ni pour agir en prévention, ni pour les aider concrètement. Donc c'est très difficile pour eux. Les écoles sont totalement débordées, ces familles sont totalement carencées et démunies. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'offrir des espaces à cette parole pour offrir un moyen de penser les choses et non plus agir avant de penser. C'est fou, comme j'ai envie de vous donner raison. Jean-Christophe Couvi, la parole est à la police. La violence, on le voit, souvent il y a 3 leviers. C'est le levier culturel, environnemental aussi, parce que dans un environnement hyper violent, vous devenez violent pour exister, pour survivre. C'est pas le cas a priori de nos gens. Et les expériences négatives de la vie qui vous construisent aussi. Là, nos gens, ça fait partie, donc ça a gratté, mais
Il faut voir aussi s'il n'y a pas eu des petits artefacts un peu en amont. On aurait pu repérer quand même que ce gamin avait eu des déjà, déviances. quand on tente d'étrangler un copain, voilà. ça, c'est pas fréquent. Donc en fait, il y a eu déjà des petites alertes. Bon, après, nous on voit deux sortes entre guillemets de délinquants. Il y a le délinquant qui choisit plus ou moins sa vie, c'est par rapport avec, par exemple, les agresseurs d'Elias, où là, la justice les connaissait, la police les connaissait, on n'a pas pu stopper justement cette progression délinquante, où ils sont surconnus. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui passe en dessous de la ligne de flottaison, qu'on n'a pas vu arriver, ou alors on n'a pas su décoder, y compris dans sa famille, justement, ces petits moments qui auraient dû nous alerter. Voilà, et ça, nous, on le voit. En revanche, effectivement, ces gamins, et il y a des gamins aujourd'hui, ils sont à vif, c'est des centrales nucléaires qui explosent en 10 secondes. Et ils sont capables d'être très calmes et d'un seul coup de péter des câbles. Et effectivement, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et en fait, il manque d'empathie. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça qu'on a mis des cours d'empathie. Alors, vous allez répondre à notre ami Jean-Christophe Couvi. On a mis des cours d'empathie à l'école. Est-ce que ça peut être suffisant, vu toutes les carences qu'il y a, même à 6-7 ans? Non, mais je pose la question. Alors, vous avez raison. Suffisant, je ne sais pas, mais il faut bien commencer par quelque chose et essayer d'avoir toujours de l'espoir. Je veux dire, si on n'espère plus, si on n'essaye pas de comprendre, c'est peine perdue et on fera pas avancer les choses. Comprendre, c'est pas excuser. On essaye juste de voir comment on peut faire pour moduler un peu les choses et faire en sorte que la société ne soit pas de nouveau victime de ça et qu'on ne se retrouve pas à devoir être confronté à ce genre de comportements totalement dangereux, violents et qui font très peur et qui nous poussent à avoir des discours très stigmatisants parce qu'on est dans la peur. Mais c'est vrai que non, je crois qu'il faut avant tout essayer de reprendre ce travail en amont et les petits moyens comme ça, peut-être à l'école, ces cours d'empathie, pourquoi pas. Moi, je crois qu'il faut tenter beaucoup de choses et notamment les espaces de soins qui doivent avoir plus de moyens. Luc Gras. Et après, on part au 0826 300 300. Moi qui ai parlé de sanctions, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut aussi parler de la détresse. C'est-à-dire que, en fait, il faut marcher sur ses deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des aides, il faut quand même poser la question. Je partage pas l'analyse de, mais on est toujours sur ce. Moi, il me dit toujours que je suis positif, mais je partage pas l'idée qu'un enfant qui naît, il est déjà complètement négatif, etc. Je crois vraiment, il y a qu'à voir le travail que font les psychologues. C'est très impressionnant quand vous regardez le travail des psychologues qui prennent des enfants dans un état moi j'en connais qui étaient vraiment négatifs, destructeurs, suicidaires, qui voulaient tuer leurs parents. Et après quelques entretiens avec des psychologues qui leur ont ouvert la porte à la parole, eh bien ces enfants-là se sont rétablis et ont repris le droit chemin. Donc moi je crois que c'est très important dans notre société, on prend pas assez le temps de regarder d'où viennent les gens pour essayer d'aller mieux. Enfin, un point positif sur Emmanuel Macron. Pour une fois, c'est qu'il a hier, lors de son intervention, parlé des réseaux sociaux. Et moi qui ai des enfants en bas âge, 10 et 12 ans, je vois les méfaits des jeux vidéo qui suscitent de l'agressivité sitôt qu'on leur dit c'est fini, t'as déjà fait 1 heure de jeu, des enfants qui sont par ailleurs admirables mais qui sont en colère parce qu'on leur arrête, et puis tous les réseaux sociaux, toute cette violence qui fait notre quotidien, qui est incontestablement dans les esprits faibles nourrit des vocations de tueurs. Alors Rebecca, moi je me rappelle mon fils, alors il a jamais été violent, avait un jeu qui s'appelle, je vais pas le citer d'ailleurs, où vous choisissiez, c'était la guerre, vous choisissiez entre un FAMAS, un M16, une Kalachnikov, un AR-15, vous voyez lequel je veux dire. Est-ce que quand même, avec des scènes vraiment, mais d'une réalité, le type qui prend une rafale, est-ce que des jeux comme ça, ils perturbent la psyché des enfants? Mais à partir du moment où la violence est banalisée, c'est dramatique. Et même si c'est dans un jeu, la violence est banalisée et donc c'est dramatique. La violence ne doit pas être banalisée, et vous connaissez ma position sur l'utilisation des écrans chez les tout petits, chez les petits et même chez les moyens. C'est à bannir. Vous connaissez mon positionnement là-dessus, c'est pas possible. Et c'est vrai que de toute façon, dès lors qu'on banalise la violence, c'est dangereux. On part au 0826 300 300 direction Aix-en-Provence. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre point de vue dans ce domaine? Oh, mon point de vue est un petit peu comme la situation elle-même. Le point de vue est complexe. Je crois qu'il faut essayer de trouver il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Le représentant de la police a soulevé un point qui me semble important.
Oui, Jean-Christophe, excusez-moi, a soulevé un point qui me semble important, qui est celui du milieu social et de la culture dont on vit. Je crois que ça, c'est quand même un facteur très, très important. Alors, même si ce gamin, celui dont nous parlons, Nogent, venait d'une famille, a priori, qu'on va classer de normale, mais il y avait quand même des antécédents. Quelqu'un qui essaie d'étrangler un collègue de classe, bon, ça me semble quand même être un signal d'alarme intéressant. Mais il est clair aujourd'hui qu'il y a des rupture de société. Il y a surtout, et c'est ce que je voulais dire au départ et je n'ai pas pu, c'est il y a une perte des fondamentaux. Il y a une perte absolue des fondamentaux. Et je vais lancer peut-être un pavé dans la mare, mais je voudrais revenir aussi aux enseignants. Pour être respecté, il faut être respectable. Et si l'on regarde, moi j'ai connu les vieux instituteurs à blouse, j'ai connu les leçons de morale, j'ai connu des choses comme ça, et vous savez, ça posait des fondamentaux. Il y avait une notion, une phrase, moi j'avais un instituteur qui avait une phrase remarquable, il disait « ce n'est pas bien ». Et quand il avait dit ça, il avait tout dit. Et on avait tout compris. Or ça, cette phrase, elle n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus, elle a été perdue, et ce qui a été perdu également, c'est tout le principe de la courtoisie, du respect mutuel, du comportement en société. Tout part, et à partir de là, il n'y a plus de règles. Et quand il n'y a plus de règles, c'est le chaos, et le chaos, c'est la loi du plus fort. Restez avec nous, Lionel. Rebecca Ayoun, ce que dit Lionel, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, nous qui sommes, sauf vous Jean-Christophe, plus que quinquagénaires, on a connu les cours de morale, moi j'avais même des blouses à l'école primaire, vous voyez un peu, et on a l'impression que la désacralisation de l'enseignant, de l'adulte, de l'éducateur a fait où on en est aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des métiers de l'éducation, du recrutement, de la valorisation. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation parce que en effet, les règles, le cadre imposé par l'école, sacré, les valeurs de la République, tout ça, c'est plus du tout ce que c'était avant. Et en effet, ça pousse à de la violence. Le fait de désacraliser la République, l'école, les structures, le cadre, ça n'a plus d'importance. C'est plus nécessaire. On estime que c'est pas comme ça qu'un enfant va s'épanouir. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Et moi, je suis totalement d'accord. Revenir à quelque chose de plus ancien en termes de modèle de l'éducation, oui, ce serait très bien, je crois. Mais un mot, Philippe, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de pire, parce que pour revenir à cet enfant de Nogent-sur-Marne, c'est Nogent, pas Nogent-sur-Marne, c'est pas le même. Nogent, j'ai l'impression parfois, j'ai l'impression parfois, ça n'est même plus un arbitrage entre le bien et le mal à faire, c'est qu'ils ignorent ce qu'est véritablement le bien ou le mal. Ah oui, complètement. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de lien à l'autre, il ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. On est dans une violence totalement désinhibée. Oui, tout à fait. Donc vous êtes d'accord avec moi? Un peu pessimiste. Un petit peu. Merci beaucoup, Rebecca Ayoun. Est-ce que vous êtes... Oui, allez-y. Attention, à 13 ans, si on est capable d'une telle violence, quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes, 14 ans, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont failli bien avant. Que ce soit au sein du corpus familial que du corpus pédagogique, à 13 ou 14 ans, si on est capable d'une telle violence, on doit se poser aussi pas mal de questions en tant qu'adulte. On peut vous faire une proposition, faire le qui c'est qui l'a dit avec nous. Alors c'est tellement compliqué que si vous réussissez, vous faites oublier Freud dans tout ce qui est psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie. Eh bien écoutez, vous restez avec nous. Lionel, vous êtes d'accord pour que Rebecca Ayoun reste avec nous? Alors, écoutez, je n'ai aucune objection, d'autant plus que dans cet exercice, je ne vais certainement pas être le plus brillant. Donc, Et bien on se retrouve tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai.